Certains points de vue décrivent le Bénin par un déficit structurel, d'autres évoquent un problème conjoncturel. En même temps que des opinions analogues dénoncent un problème politique profond qui bêche et sabote les principes fondamentaux, gages du développement. À l'opposé de cette façon de voir, les acteurs proches du pouvoir soutiennent que les fruits sont en train de tenir la promesse des fleurs, et ceci, on le doit seulement à la bonne gouvernance imprimée par le régime en place, selon plusieurs discours. Mais en général, quel est l'état des lieux de la politique au Bénin? Les acteurs proches du pouvoir font-ils une auto-évaluation des successions d'étapes, heureuses pour certains, malheureuses pour d'autres, afin de dégager des responsabilités utiles au peuple? Votre émission, Ma part de vérité, de ce dimanche 16 avril 2023, tentera une réponse à ces deux grandes questions qui ne constituent que la charpente de ce rendez-vous dominical qui nous permettra de nous étendre sur divers aspects politiques d'actualité au Bénin. Pour ce faire, nous recevons un acteur politique. Il est député à l'Assemblée nationale, 9e législature. Il était d'ailleurs pour une deuxième fois consécutive à son mandat de 2023 qu'il vient d'entamer comme celui de 2019, pressenti pour occuper le poste de président de l'Assemblée nationale. Mais il s'est trouvé déclassé dans les pronostics dont le repaissait les avis ça et là. Ceci à cause des données officiellement inconnues. Il s'agit du deuxième vice-président du Parti Union progressiste Le Renouveau, élu de la 11e circonscription électorale. Il se veut être le nouveau renard de la zone. À l'Assemblée nationale, 9e législature, ce député parlementaire au sein duquel il occupe actuellement le poste de président de la Commission des finances et des échanges. Vous vous en doutez déjà de qui il s'agit. Gérard Benossi est notre invité. Honorable, bonjour. Bonjour, cher ami journaliste. Merci donc d'accepter notre invitation pour parler de l'actualité nationale, notamment à l'Assemblée nationale, et pourquoi pas se focaliser sur la personnalité de Gérard Benossi. Amis téléspectateurs, vous que nous recevez depuis vos petits écrans, vous êtes sur Golf TV Africa, bonjour. Vous êtes sur Golf TV Bénin, bonjour aussi. Vous, auditeurs qui nous recevez sur la 105.7 Golf FM Africa en ce moment, bonjour à vous. Et vous autres qui nous recevez sur notre page YouTube en direct en ce moment, Golf Média, bonjour à tous et bienvenue. Alors, honorable Gérard Benossi, une fois encore, merci d'honorer ce plateau de votre présence. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité une fois encore sur vos plateaux. D'accord. Oui. Quand on observe un peu la politique aujourd'hui, commençons par là, quel est l'état des lieux? Merci beaucoup. Avant d'aller sur l'état de la politique, je voudrais faire quelques mises au point, clarifications par rapport à la présentation que vous venez de faire de moi. Vous avez dit que j'étais pressenti pour occuper le perchoir. Je ne sais pas, pressenti par qui? Non. Je pense que plusieurs personnes peuvent être pressenties. Je ne me voyais pas étant pressenti à ce poste. Je pense que notre parti a bien fait donc de reconduire à la tête du Parlement du Bénin, celui qui l'a occupé au titre de la 8e législature. Et je pense que moi j'en suis fier parce que celui qui est là est un parlementaire rompu à la tâche, qui a tous les outils nécessaires pour pouvoir conduire cette législature de transition, qui est une législature particulière où nous notons le retour à l'Assemblée nationale de l'opposition
qui a été absente au titre de la 8e législature. Donc, il fallait un homme d'expérience, un homme avec de grandes qualités et capacités managériales pour conduire cette législature. Et je pense que celui qui l'occupe est bien à sa place. Ensuite, vous avez dit dans votre présentation que je suis le nouveau renard du Koufo. Je pense que c'est trop pensé de moi. Je vois de qui vous parlez, de quoi vous parlez, mais je suis à 1000 lieues de là. Et je pense que je suis modestement Gérard Benoîchi, député à l'Assemblée nationale, comme vous l'avez dit. Et puis, ça suffit. Je travaille donc pour mettre mes pas dans les pas donc des grands qui sont donc nos mentors. Merci. Alors, il faut qualifier tout simplement cette modestie qui vous caractérise. Oui, la suite. Vous avez dit qu'on va observer, qu'on va faire un état des lieux de la politique. N'est-ce pas? Je pense que ce serait prétentieux de ma part de vouloir en quelques minutes faire l'état des lieux de la politique au Bénin, étant donné que la politique, c'est un monde trop vaste. Mais dans vos commentaires d'entrée, d'introduction, dans votre introduction, vous avez abordé certains points. Comment est-ce que certains voient la politique au Bénin depuis 2016? Je puis tirer de ce que vous avez dit que certains voient les choses comme un verre à moitié plein. D'autres le voient comme un verre à moitié vide. D'autres, malgré que le verre soit à moitié vide, le voient totalement vide. C'est leur droit aussi. On les respecte pour cela. Mais ce que je puis dire, c'est que depuis 2016, nous pouvons noter qu'il y a une nouvelle dynamique au Bénin en ce qui concerne la conduite des affaires publiques. Et il y a un mot qui peint bien cela, c'est la rupture. La rupture avec les mauvaises pratiques qui ont été les nôtres depuis plusieurs décennies, qui ont conduit notre pays où il était, nous savons. Moi, j'emprunte quelques phrases, l'expression du président Adrien Humbedi qui, lors de la présentation des vœux au chef de l'État, je ne sais plus en quelle année, qualifiait notre État d'un État fragmenté, descendu de son piédestal. Et oui, j'étais là, au Bénin, acteur politique jusqu'en 2016, et je puis partager cela pour dire que nous venons de très loin. C'est nous qui étions des acteurs politiques, n'étions pas totalement contents de la manière dont notre État était conduit jusque-là, et avec toutes les potentialités que nous avons, toutes les capacités que nous avons à améliorer les conditions de vie de nos concitoyens, je pense que nous passions à côté où le minimum, le strict minimum manquait, rien qu'à voir l'état de nos routes, rien qu'à voir l'état de notre école, les infrastructures en général dans notre pays, rien qu'à voir tout cela, on n'en était pas fiers. Et puis, l'état d'esprit du Béninois tout court, qui était prêt, donc partout où on le met, à vider les caisses publiques à son profit. Je pense que depuis 2016, on peut dire que grâce aux réformes courageuses qui ont été entreprises par le président Patrice Talon, qui est un homme hors pair, les efforts ont commencé à produire leurs fruits. Et dans vos studios, tout à l'heure, dans l'élément que vous passiez, j'ai cru entendre qu'il a dit que nous avons pu doubler nos recettes fiscales en l'espace de 5 ou 6 ans grâce à des réformes. Et c'est parce qu'on a doublé ces réformes fiscales sans créer de nouveaux impôts, sans augmenter les taux des impôts qui étaient là, que nous avons augmenté notre capacité interne de mobilisation des ressources, que notre signature à l'international a été améliorée et que les bailleurs puissent facilement faire confiance au Bénin et mettre des ressources étrangères à sa disposition, grâce à tout cela qui sont donc les fruits des efforts communs, comme il a dit. Vous voyez d'où nous sommes partis et où nous en sommes aujourd'hui, c'est visible. Même les pires opposants peuvent dire que
quelque chose, une nouvelle dynamique est en marche au Bénin, même si on veut rester, on a fait l'option de rester obstinément dans la politique politicienne en payant en noir tout et tout, on peut voir quand même que la physionomie du Bénin est en train de changer radicalement, rien qu'en prenant nos grandes villes, la qualité des infrastructures érigées aujourd'hui, la qualité de l'eau qu'on apporte aux populations, l'électricité qu'on apporte partout, je pense que les cantines scolaires, tout cela, on peut dire aujourd'hui qu'une dynamique est en marche au Bénin, est en cours, et que même les régions où qu'on n'a pas pu encore impacter, on peut commencer à espérer, parce que les habitants de ces régions voient qu'il y a des choses qui se passent à côté, et ce n'est pas des extraterrestres qui sont venus au Bénin pour le faire, donc ça veut dire, ça vient vers eux aussi. Moi, je peux dire, en gros, qu'au Bénin, nous pouvons dire que sur ce volet-là, la politique a changé au Bénin, la manière de faire la politique a changé au Bénin, qu'aujourd'hui les Béninois ont peur donc des ressources publiques, de disposer impunément des ressources publiques. La réforme qui a conduit à la création de la criette, qui est un gendarme qui donne la peur à tous les prédateurs potentiels des ressources publiques. Je pense que tout cela a permis au Bénin aujourd'hui que de façon posée, on puisse aborder les problèmes auxquels nous sommes confrontés, les problèmes de développement, et mettre notre pays sur orbite. Je pense que notre pays est véritablement mis sur orbite. Donc si je quitte cela, je pense sur je vois du point de vue des institutions, du fonctionnement des institutions de la République, je puisse dire que les réformes sont passées par là aussi. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que nous n'avons pas de blocage en ce qui concerne le fonctionnement des institutions publiques, les institutions de la République. Toutes les institutions fonctionnent. Nous avons pu faire régulièrement nos élections, l'élection présidentielle, nous avons fait l'élection communale, nous avons fait les élections législatives 2019 et puis maintenant 2023, où nous avons renouvelé notre Assemblée nationale. Et rien qu'avec les réformes, vous voyez, si nous n'avions pas fait les réformes, nous n'aurions pas pu avoir 29 femmes à l'Assemblée nationale maintenant, contrairement aux 7 et 8 que nous avions, qui était un taux qui oscillait entre 6 et 7%. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 25% de femmes au Bénin grâce aux réformes. Et ces réformes qui ont été décriées en temps par une couche de la classe politique, l'opposition, j'allais dire, cette couche de la classe politique a pu se remettre en cause pour savoir que les réformes en tant critiquées, malgré qu'on n'ait pas eu à faire de retouches, sont venues se conformer aux tests qu'ils avaient en temps décriés et ont pu s'exercer à l'élection à l'aune, donc sur la base de ces tests, et ont vu qu'ils ont été élus. Ils ont eu des députés élus sur la base de ces tests et ont vu que rien n'était fait pour exclure qui que ce soit, comme ça a été dit avant. Donc, si je prends tous ces aspects de la politique au Bénin, je peux dire que la politique au Bénin, l'état de la politique est un bon état, et nous sommes en train de faire notre expérience des réformes politiques, et je pense que nous avons raison. Le régime Talon a raison, le chef de l'État a raison, et nous qui l'accompagnons, nous avons raison d'y croire. Et je pense que nous sommes en bonne voie. Alors, honorable Gérard Guenosi, vous avez peint un tableau pratiquement parfait de ce qui se fait jusque-là. Vous avez parlé des routes, de la lutte contre la corruption, les écoles, les institutions qui fonctionnent normalement. Mais dans tout ceci, certains estiment que les autres régimes ont fait tout ça aussi. Oui, les autres régimes ont fait tout ça, n'ont pas fait tout ça de la même manière. Je dis, c'est malgré que les autres régimes ont fait tout ça. Quand vous dites tout ça, est-ce que les routes, les écoles, oui, je ne refuse pas. On fait tout ça et la politique est une continuité. Mais vous pouvez dire que malgré qu'on ait fait tout ça, la physionomie de Cotonou avant 2016 et aujourd'hui, depuis les indépendances jusqu'à 2016, vous avez vu quelle était la physionomie de Cotonou. Mais si je compare de 2016 à aujourd'hui, je peux vous dire que les gens méconnaissent la physionomie de Cotonou. Pas seulement de Cotonou, même de Porto Novo,
même d'Abomey, de Boycon, de Lokossa, de Nantitengu, de Parakou, de toutes nos grandes villes, tous ceux qui ont fait le Bénin depuis les indépendances jusqu'à 2016, puis sont là et voient aujourd'hui, méconnaissent la physionomie de nos grandes villes parce qu'il y a une transformation radicale. L'asphaltage est passé par là. Je pense que le PAG2 aussi va améliorer tout cela et les zones qui n'ont pas été impactées seront impactées. Moi, je vois aussi qu'aujourd'hui, notre pays monte une telle attractivité que je vois des acteurs des plus importants de plusieurs domaines venir au Bénin pour, par exemple, se montrer pour dire qu'ils sont au Bénin. J'ai des vidéos où certains influenceurs de l'Afrique ou du monde disent qu'ils méconnaissent le Bénin, qu'ils sont venus au Bénin, ils ne méconnaissent le Bénin et sont fiers du travail qui se fait au Bénin, n'étant pas béninois, mais félicitent le Bénin pour le travail qui est en train d'être fait, donc les gouvernants du Bénin, pour ce qui est en cours au Bénin, qui, pour eux, est un exemple pour l'Afrique. Quoique le Bénin n'ait aucune prétention de donner aucune leçon à quelque pays que ce soit, étant en train donc de faire son expérience personnelle, si cela peut inspirer ailleurs, pourquoi pas, mais des yeux extérieurs sont venus qualifier ce qui se fait au Bénin d'extraordinaire et d'inspirant pour l'Afrique. Donc je puis dire que avant, je n'ai pas eu ces discours, je n'ai pas entendu des discours de ce genre, malgré tout ce qui se faisait, mais aujourd'hui, j'entends des discours de ce genre où on félicite le travail on félicite pour le travail qui se fait au Bénin et on félicite pour la transformation radicale et structurelle qui est en cours au Bénin. Et j'en suis fier en tant que Béninois. Alors, vous avez dit que les institutions fonctionnent normalement et cela a permis d'ailleurs de connaître des élections apaisées ou transparentes. Dites-nous, les élections législatives du 8 janvier dernier, qu'est-ce que vous avez retenu déjà à partir de la campagne jusqu'à la proclamation des résultats et de la configuration actuelle du Parlement? Merci beaucoup. Ce que je puis retenir les élections de janvier 2023, c'est qu'au moins, j'ai constaté que ces élections se sont passées dans la paix, dans la transparence, dans la régularité totale. Et à l'issue, je pense que les observateurs internationaux qui sont arrivés au Bénin pour observer ces élections ont fait leur communiqué, ont rendu public leurs déclarations et ont qualifié ces élections de libres et de transparence. Et on dit que ces élections honorent le Bénin. Et je suis de leur avis de ce que depuis la pré-campagne jusqu'à la campagne, jusqu'à la proclamation des résultats, nous n'avons enregistré aucun incident. Contrairement, par exemple, à ce que nous avions vécu en 2019, où nous avions eu des violences post-électorales et post-électorales. Mais si je vois ce qui s'est passé en 2023, nous n'avons enregistré aucune violence et cela est à l'honneur du Bénin. Et nous avons noté cette fois-ci que l'opposition qui avait boycotté, moi je dis tout cela, avait boycotté les autres élections parce que ayant refusé donc de se conformer aux tests, et les textes étant ce qu'ils sont, la loi étant implacable, s'applique irrémédiablement à tous, qu'on soit d'accord ou pas. Alors ils ont été exclus d'eux-mêmes, mais cette fois-ci, sans qu'on ait touché aux tests qu'ils ont décriés, ils se sont conformés. Et quand ils se sont conformés, ils ont participé librement à ces élections. Et comme je l'ai dit tantôt, ils ont vu que rien n'était fait, particulièrement pour les exclure, et qu'ils ont participé, comme tous les autres partis de la mouvance, et ils ont pu se faire élire, avoir des députés à l'Assemblée actuellement, où nous avons aujourd'hui, avec la configuration de l'Assemblée nationale aujourd'hui, nous avons 3 partis politiques représentés conformément aux tests que nous nous sommes donnés à notre code électoral, qui ne permet que ce soit les grands partis politiques qui ont une certaine envergure nationale, un ancrage national, qui soient représentés à l'Assemblée nationale parce que, ayant respecté la barre des 10% au plan national de suffrage que nous avons mis dans nos tests. Et aujourd'hui, nous avons les démocrates, parti de l'opposition, nous avons l'Union progressiste,
parti de la mouvance, le plus grand parti du politique du Bénin. Et ensuite, nous avons le Bloc républicain, qui est aussi un parti de la mouvance présidentielle. Les deux partis de la mouvance culminant à 75% de l'Assemblée nationale et l'opposition autour de 25%. Donc ça veut dire, voilà la configuration avec 29 femmes présentes grâce aux réformes que nous avons eu à faire. Sans ces réformes, on n'aurait pas eu 29 femmes présentes à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Et je pense que les femmes en sont fières, et nous aussi, nous en sommes fiers. Étant béninois tout court, nous en sommes fiers. Donc c'est grâce aux réformes que nous avons eu cela. Et cette configuration de l'Assemblée nationale, où l'opposition est présente aujourd'hui, moi, m'enchante particulièrement. Parce que je disais sur vos plateaux avant ces élections que moi je rêvais d'un retour au Parlement de l'opposition pour que nous puissions donc assister à des débats aussi, pour qu'on ne dise plus que le débat se fait entre membres d'un même camp. Aujourd'hui, on aura un échange d'idées, des échanges d'idées. On va débattre franchement et la majorité l'emportera. C'est cela. La vitalité de la démocratie est de retour. Et en tant que politique et en tant que démocrate, je ne peux qu'en être fier. Et une fois encore, je félicite ce parti de l'opposition, les démocrates, qui ont tout fait pour que le peuple leur fasse confiance, leur porte son choix sur eux, ils aient des députés à l'Assemblée nationale. Je leur souhaite bon vent pour la 9e législature. Et la vitalité de la démocratie est de retour, mais c'est un retour qui a été périlleux parce que le chemin, selon certains, était parsemé d'embûches. Selon vous, hein, honorable Gérard Benossi, partant de tout ce qu'il y a eu comme quitus fiscal, tout ce qui s'en est suivi pour que les différents recours du Parti Les Démocrates, en tout cas l'un de ces recours soit quand même trouve une issue favorable pour qu'ils puissent participer aux élections et tout ce qui s'en est suivi. Aujourd'hui, vous êtes deuxième vice-président d'un parti qui se réclame le plus grand parti du Bénin. Est-ce que le score que ce parti a eu finalement ne corrobore pas ce que certains dénoncent du fait que votre parti fuyait le challenge? Bon, merci beaucoup pour votre question. Je pense que vous avez dit qu'il y a eu un retour périlleux. Non, pas du tout. Il n'y a pas de retour périlleux. C'est un retour normal, étant donné que nous tous, nous avons compétit sur la base des mêmes tests. Et nous avons été élus, nous, membres de la mouvance, et aussi ils ont été élus membres de l'opposition. Nous avons présenté nos offres politiques aux populations qui ont fait leur choix. Il n'y a eu aucun retour périlleux. Non, les tests que nous avons votés, qui ont été décriés depuis lors, n'ont pas été retouchés, comme je vous l'ai dit. Et c'est ceux qui sont les démocrates qui ont accepté de s'y conformer et qui ont accepté de faire l'exercice des élections, sont allés devant les populations, ont présenté leurs offres. Les populations ont fait leur choix. Dans ceux qui parlent de compromission, ils ne maîtrisent pas la matière dont ils parlent. Quelle compromission? Il n'y a aucune compromission. Je ne sais à quel niveau il y a compromission. Si c'est parce qu'il y a eu une décision de la Cour constitutionnelle favorable au Parti Les Démocrates que vous parlez de compromission, là je vous dis que là, ça veut dire que nous voulons une chose et son contraire. À chaque fois que la Cour constitutionnelle rend une décision qui est favorable à la mouvance présidentielle, on qualifie cette cour de tout. On la charge de tous les péchés d'Israël. Mais quand cette même cour rend une décision qui est favorable à l'opposition, au lieu de s'en féliciter, de féliciter cette cour, on dit que c'est une compromission. Comme s'il y avait une partie de l'appareil étatique qui contrôlait cette cour. Non, pas du tout. C'est une cour constitutionnelle indépendante, où il y a des hommes de valeur qui la dirigent et rendent ces décisions en toute impartialité. J'ai vu successivement des décisions favorables à la mouvance, non pas que la Cour l'ait voulu ainsi, mais c'est le droit. J'ai vu aussi des décisions favorables à l'opposition, non pas que quelqu'un ait voulu que ce soit ainsi, mais aussi c'est l'application du droit. Donc je pense qu'il nous faut
avoir une culture démocratique et une culture du respect de nos institutions pour ne pas à chaque fois jeter de l'opprobre sur les institutions que nous nous sommes données. Et à chaque fois qu'une décision sort, il doit y avoir polémique. Moi, je pense qu'il n'y a eu aucune compromission. La Cour a rendu une décision objective et nous qui sommes de la mouvance, nous nous sommes pliés à cela. Nous sommes pliés à cette décision. Il n'y a pas eu de compromission. Alors, pourquoi dites-vous que notre parti, l'Union progressiste, le Renouveau, qui est aujourd'hui le plus grand parti politique, un parti, certains qualifient ce parti comme étant un parti qui fuyait la compétition. Fuir la compétition à quel niveau? Nous ne fuyons pas la compétition, nous sommes un parti de compétition, étant donné que vous savez que nous sommes un regroupement de plus de 100 anciens partis politiques. Et nous allons fuir la compétition. Pourquoi? L'Union progressiste est un parti des militants, des compétiteurs, des politiciens retors, expérimentés. Pourquoi nous allons fuir la compétition? Non. Et malgré la présence de l'opposition, nous sommes allés, vous avez vu, nous avons confirmé notre statut de plus grand parti politique. On ne dirait pas que c'est parce qu'ils étaient deux partis de la mouvance qu'ils ont confirmé, qu'ils ont montré qu'ils étaient le plus grand, parce que j'ai entendu des discours de ce genre, qu'avec la présence de l'opposition, maintenant on va voir que les partis de la mouvance n'étaient pas des partis représentatifs, et rien qu'avec le retour de l'opposition, l'opposition allait rafler tous les sièges, et même en décortiquant le taux de participation par le passé qualifié de taux bas, j'ai entendu des discours dire que c'est parce que l'opposition n'était pas au rendez-vous de ces échéances, des anciennes échéances électorales, que ce taux était bas, et que le taux d'abstention était un taux attribuable uniquement à l'opposition. Et quand l'opposition sera de retour, l'opposition sera créditée par ces taux d'abstention et puis battre la mouvance. Est-ce que vous avez vécu cela? En 2023, l'opposition était bel et bien présente pendant ces campagnes et pourtant, vous avez vu le taux de participation à quel niveau c'était. Ça veut dire que le diagnostic, on doit le poser ailleurs. Et malgré cela, les partis de la mouvance s'en sont sortis à bon compte. 75%. L'opposition n'a montré que ce qu'elle vaut. Et voilà ce qu'elle vaut. L'opposition ne vaut pas plus que cela. Parlant de ce que l'opposition vaut sur l'échiquier politique, le parti non progressiste, le Renouveau, vous l'avez rappelé, c'est un parti qui regroupe près de 100 anciens partis, n'est-ce pas? Ou plus de 100 anciens partis. Pour vous, en tant que grand parti de cette envergure-là, est-ce que vous vous attendiez à ce qu'un parti unique comme ça, qui n'a fait l'objet de grandes fusions comme à votre niveau, puisse atteindre ce score-là? Vous vous attendiez à cela? Mais nous attendions à plus que ça. Comme je vous l'ai dit, dans nos projections, nous nous attendions à plus que cela. Même, pourquoi pas, nos visions. Moi, j'ai eu à le dire. Pourquoi vous attendiez à plus que ça? Mais pourquoi on ne va pas... Je dis, tout parti politique qui va à une compétition électorale entend rafler toute la mise. Donc je parle du parti de l'opposition. Hein. Pardon? Oui, le parti Les Démocrates. Est-ce que vous, en tant qu'Union progressiste, le Renouveau, représentant du parti Union progressiste, le Renouveau, en son temps, vous attendiez que le challenge soit poussé à ce niveau-là? Est-ce que le parti Les Démocrates, qui n'a pas fait de fusion comme à votre niveau, puisse aller jusqu'à ce niveau-là? Non, on ne peut pas dire que le parti Les Démocrates n'a pas fait de fusion comme nous. Quand vous le voyez aussi, c'est un parti qui regroupe des acteurs de plusieurs anciens partis politiques aussi. C'est un conglomérat, hein, un regroupement d'anciens, de plusieurs autres anciens, de militants de plusieurs autres anciens partis politiques. Moi, j'en connais qui sont des anciens camarades de lui dans d'autres partis politiques où nous étions. Donc ça veut dire que c'est un parti politique aussi qui est un regroupement de plusieurs anciens partis politiques. Alors sur ce plan, est-ce que je les espérais à ce niveau? Je peux dire non. Parce que moi, je vous ai dit tout à l'heure que l'Union progressiste, le Renouveau, visait plus que ça. Avoir même, pourquoi pas 75%, ou pourquoi pas 100%. J'ai eu à le dire sur un plateau, le plateau de RTB, lors du débat pendant la campagne électorale, les gens m'ont critiqué pour dire pourquoi je vais dire que l'Union progressiste envisage de rafler les 109 sièges. J'ai dit non. Lorsqu'un parti politique se positionne pour une élection, l'objectif c'est de rafler toute la mise. Parce que la loi nous impose
de pourvoir à tous les postes. 109 plus suppléants. Donc, quand vous positionnez un candidat, vous ne le positionnez pas en disant « nous allons le perdre ». Vous espérez gagner. Même si c'est dans un milieu hostile, vous espérez même le miracle pour qu'il gagne. Donc, on espère que les 109 candidats que nous avons passés gagnent. Et c'est pour cela que les ressources que le parti met à disposition, il les met à la disposition de tous les candidats équitablement. Même s'ils sont dans un milieu hostile. Ça veut dire que nous envisagions avoir les 109. Mais nous sommes retrouvés avec 53. Si nous envisageons avoir 109, ça veut dire que nous n'espérions rien pour les autres candidats, les autres partis politiques. Mais aujourd'hui, à l'arrivée, je puis constater avec vous que le BR a eu 28, les démocrates aussi ont eu 28, c'est des exploits. Nous félicitons le parti Les Démocrates pour avoir fait cet exploit. Parce que moi, effectivement, en tant que UP, le renouveau, je ne les attendais pas à ce stade. Et c'est pour ça que je dis c'est un exploit et je les en félicite. Et cette surprise, ça vous a créé quoi au sein de l'Union progressiste, le renouveau? Rien. C'est le jeu normal de la démocratie. Quand vous compétissez et qu'à l'arrivée, les résultats tombent, on se plie. Et puis on félicite même ces challengers. C'est pour ça que je les félicite. Ça ne nous a rien fait. 53 pour nous, ce n'est pas petit. Nous sommes le plus grand parti politique. Aucun de nos challengers n'a eu 50. Aucun n'a eu 40. Aucun n'a eu 30. Donc 53, c'est beaucoup. Tantôt, vous disiez que le diagnostic devait être ailleurs, à observer le taux de participation. Alors, à ce niveau-là, est-ce que vous ne vous remettez pas en cause au sein du Parti non progressiste, le renouveau, pour savoir, mais qu'est-ce qui a pu faire que le parti qui n'était pressenti être à ce niveau puisse vous rattraper à ce niveau? Bon, même si, pas vous, au moins, un parti siamois à vous a été rattrapé, 28. Vous n'avez pas pu vous remettre en cause à des niveaux donnés. Faire un diagnostic pour savoir, est-ce qu'il y a une politique qui n'a pas failli à votre niveau? Et pourquoi vous focalisez l'attention sur le parti Union progressiste? Parce que nous avons le deuxième vice-président du parti non progressiste, le renouveau devant. Ah, c'est pour cela? Voilà. Donc sinon, moi je pensais qu'on allait faire une analyse objective Bien sûr. et globale de la situation. Bien sûr, on en arrivera là. Le taux de participation, parce que le taux de participation, ce n'est pas une donnée propre. C'est juste pour vous permettre de vous échauffer un peu. Donc le taux de participation, c'est un taux de participation national. Oui. Et c'est tous les acteurs politiques qui doivent le disséquer. Et à notre niveau, quand nous faisons l'analyse, comme je l'ai dit, nous excluons le fait qu'à un moment donné, l'opposition ait pu penser que ce faible taux de participation est dû au fait qu'elle ne participait pas et que les abstentionnistes sont des militants de l'opposition. Mais les dernières élections de 2023 ont prouvé tout le contraire, que ce n'est pas du tout cela. Et quand nous poursuivons l'analyse, nous demandons pourquoi est-ce que c'est que les électeurs sont las de la politique et sont fatigués d'aller aux urnes? Nous interrogeons aussi la liste électorale, notre liste électorale, qui est une liste que nous n'avons jamais pu apurer. Donc ça veut dire que notre liste comporte des morts qui n'ont jamais été extirpés de la liste. Ça veut dire que c'est une liste gonflée artificiellement. Si vous avez une liste gonflée artificiellement, vous aurez toujours taux de participation bas, parce que le calcul du taux de participation se fonde sur le total de la liste. Et cela a été fait finalement? Non, pas jusqu'à ce jour. Okay. Il n'y a pas eu de mécanisme encore pour apurer la liste. Donc notre liste n'est pas apurée. Ça veut dire que les raisons pour que le taux de participation soit aussi bas sont à situer à plusieurs niveaux. Un, au niveau de la liste, qu'il faut apurer forcément. Deux, les jeunes qui ont atteint 18 ans, qui ont été systématiquement intégrés à la liste, beaucoup d'entre eux ne sont pas prêts encore à aller aux urnes, ne savent même pas qu'ils sont électeurs. Pourquoi c'est comme ça? Non. Pourquoi ils ne sont pas prêts à aller aux urnes? Ça veut dire que c'est un travail reste au niveau des partis politiques qui doivent s'intéresser davantage. Vous le faites, vous? Je dis, nous ne le faisons pas assez. C'est pour ça que je vous le dis. C'est une critique, une autocritique que je fais. Okay. Pour dire que c'est la faute à nous, partis politiques. Nous devons désormais nous intéresser à cette course juvénile. Et nous devons anticiper longtemps avant les élections, nous intéresser à cette couche pour les préparer à aller aux élections.
beaucoup ne savent pas pourquoi ils doivent aller voter. Donc c'est notre rôle. Donc le rôle des partis politiques, de s'intéresser aux jeunes qui atteignent la majorité, les intéresser à la chose publique, pour qu'ils sachent que l'élection aussi les concerne. Mais aussi, le deuxième niveau, c'est l'appurement de la liste. Et le troisième niveau, c'est l'ensemble de plusieurs de nos compatriotes qui, de par l'implémentation des politiques publiques depuis plusieurs années, on dit que leurs besoins ne sont pas satisfaits, sont fatigués de la politique. Il y a une autre manière de les aborder à nouveau pour leur expliquer, les intéresser à nouveau à la chose publique. Donc il y a tous ces éléments-là qui sont des facteurs qui influencent négativement le taux de participation, qui sont autant d'axes sur lesquels les partis politiques que nous sommes, nous devons travailler. Alors, honorable Gérard Guenochi, vous aviez fait de l'autocritique sur votre propre parti politique et sur l'ensemble des partis politiques, que ce soit de l'opposition et de la mouvance, parce que là, il y a un travail qui doit se faire au niveau de la couche juvénile, mais cela ne vous a pas empêché, vous, dans la 11e et 12e circonscription électorale, dans le Koufo, de rafler pratiquement tous les sièges. À quoi est-ce qu'on pourrait lier ce résultat-là? Quels sont les acquis à ce niveau? Oui, merci beaucoup. Ouais, au niveau des 11e et 12e circonscriptions électorales, l'Union progressiste, le renouveau, a fait presque carton plein parce que sur 8, nous avons eu 7. 3 sur 4 dans la 11e circonscription électorale et 4 sur 4 dans la 11e circonscription électorale. Alors, ce résultat est dû à quoi? Vous savez que le Koufo est un fief traditionnel du parti Union progressiste, le renouveau. Et dans ce département, dans les 11e et 12e circonscriptions électorales, notre parti a eu souvent à faire des scores élogieux. Au communal de 2020, nous avions fait 6 sur 6, les 6 communes. Donc, on aurait souhaité avoir 8 sur 8 pour la députation. En 2019, on avait eu 5 sur 6. Et avec les réformes, nous sommes passés à 8 députés parce qu'il y a 2 sièges pour femmes qui sont ajoutés. On a eu 7 sur 8. C'est bon, mais ce n'est pas suffisant. Nous aurons voulu avoir plus. C'est quoi le secret finalement? Le secret, il n'y a pas autre secret que le travail, d'être en contact permanent avec la base. Mais aussi, il faut dire que partout où notre parti a fait des scores aussi élogieux, il faut savoir que c'est parce que les anciens partis qui ont fusionné avec l'Union progressiste, il y a des grands partis qui étaient présents dans ces lieux, dans ces départements, dans ces communes, et qui ont leurs racines enfouies dans ces sols, et qui sont difficilement délogeables, déracinables. On ne peut pas les déraciner. Donc c'est pour cela. Donc il y a eu un background qui existe, et nous devons donc travailler aujourd'hui à avoir nos racines enfouies partout. Mais déjà, le parti est solidement assis sur partout où il y avait de grands partis politiques. C'est parce que le parti est solidement assis qu'il n'y a plus une politique qui est menée vers les jeunes puisque le résultat est obtenu chaque fois, c'est ça? Et oui, c'est ça que je dis, c'est un trompe-l'œil qu'il faut arrêter. Il ne faut pas dire que c'est acquis. Le travail doit être permanent pour s'intéresser davantage à la couche juvénile. Et aujourd'hui, la jeunesse est de plus en plus exigeante. Et il faut s'intéresser davantage à elle. Elle est confrontée aujourd'hui à des défis, les défis d'emploi, qui sont des défis énormes pour la jeunesse. Les partis politiques doivent être au contact de la jeunesse, les écouter et leur expliquer aujourd'hui ce qu'il faut faire pour avoir de l'emploi, pour savoir que la donne a changé. Nous ne sommes plus dans l'ancien temps où, au Bénin, quand on veut faire du recrutement, on partage les postes entre les politiques et les politiques vont les partager entre leurs militants jeunes. Il n'y a plus de postes faciles aussi aujourd'hui comme ça. Les réformes sous le régime Patrice Talon sont passées par là, qu'aujourd'hui, pour avoir accès à un poste de l'État, quand les recrutements sont lancés, il faut compétir. Et c'est les meilleurs qui gagnent. Fut-il enfant de pauvres, s'ils sont les meilleurs, ils gagnent. Il n'y a plus la facilité aujourd'hui. Les partis politiques doivent jouer ce rôle, aller vers les jeunes pour leur expliquer cela. Et je pense que nous, à l'Union progressiste, le renouveau, nous tenons déjà ce discours, nous expliquons cela déjà aux jeunes. Et en interne, nous avons mis des dispositifs qui permettent que, à chaque fois qu'il y a un concours,
nous puissions encadrer nos jeunes pour qu'ils soient les meilleurs à réussir à ces tests. C'est la nouvelle donne. Nous nous sommes déjà accommodés à cela et c'est cela qu'il faut. S'intéresser davantage à la jeunesse en ce qui concerne leurs défis nouveaux, leur proposer des solutions nouvelles. C'est comme ça qu'elles vont s'intéresser à la politique. Nous allons revenir dans un instant à l'Assemblée nationale pour parler des grands défis qui attendent justement le Parti non progressiste, le Renouveau. Mais en attendant, on va rester quelques secondes seulement pour une dernière question dans le COUFO. Finalement, que devient l'ancien renard? Vous avez refusé d'être qualifié comme le nouveau renard. Que devient l'ancien renard? Il n'y a jamais ancien renard. Un renard est un renard. Un renard est un renard à vie. Et le renard est bien là, dans sa tanière. Il est aujourd'hui derrière le rideau, mais c'est derrière le rideau que tout est inspiré. Tout ce qui se fait devant l'écran est inspiré par ce qui se fait derrière le rideau. Donc tantôt, vous allez derrière le rideau pour discuter? C'est pas tantôt, il faut dire en permanence, nous sommes derrière le rideau pour obtenir l'onction de derrière le rideau. Ce n'est pas à lui seul, hein. Je pense qu'à l'Union le progressiste, le Nouveau, nous avons plusieurs de cette trempe, qui sont des sages du parti. Nous avons ce creuset vers lequel nous allons régulièrement pour avoir l'onction derrière le rideau avant de venir devant la scène. Il ne lui arrive pas d'avoir quelques grincements de dents parce qu'il est derrière le rideau? Et pourquoi vous parlez de grincement de dents à chaque fois? Je ne sais pas pourquoi vous le dites. Moi, je peux vous dire, je vous réaffirme aujourd'hui que si tous ceux qui sont nos aînés, qui sont aujourd'hui derrière le rideau, ont décidé d'eux-mêmes d'aller derrière le rideau pour passer la main à la nouvelle génération. C'est d'eux-mêmes, voulu. Personne ne les a forcés, il faut que je vous le dise. C'est d'eux-mêmes qu'ils ont choisi d'aller derrière le rideau pour passer la main. Et c'est pour ça que derrière le rideau aujourd'hui, ils sont plus que motivés à encadrer ceux qui sont devant la scène. Et régulièrement, nous sommes en contact avec eux, moi je peux le dire, et leur morale est au top. Et tout ce que nous faisons, sachez que nous avons déjà d'abord leur encadrement, leur orientation. Et nous nous nourrissons d'abord de leur expérience avant de venir ajouter de ce qui est de la modernité de nous aujourd'hui, de notre génération aujourd'hui. Amis téléspectateurs, vous qui nous recevez sur Golf TV Africa ou sur Golf TV Bénin ou sur la 105.7 Golf FM Africa ou sur YouTube Golf Média, vous suivez votre émission Ma part de vérité. Nous recevons aujourd'hui, vous le constatez manifestement, eh bien, l'honorable Gérard Gbenosi. Il est député à l'Assemblée nationale 9e législature. Il est deuxième vice-président du Parti Union progressiste Le Renouveau, président de la Commission des finances et des échanges. Nous allons cette fois-ci lui faire la question tant attendue par plusieurs béninois. Comme vous vous en doutez, madame, monsieur, nous avons à égrener 90 minutes. Nous sommes déjà à plus d'une quarantaine. Eh bien, on va lui permettre de nous donner son avis sur la proposition de loi d'amnistie déposée à l'Assemblée nationale par le groupe parlementaire Les Démocrates. Honorable Gérard Gbenosi, quelle est votre position sur cette proposition de loi-là? Merci beaucoup. Je pense que j'ai eu déjà à opiner sur cette proposition de loi portant amnistie pour les faits criminels et délictueux déposée par le groupe parlementaire Les Démocrates à l'Assemblée nationale. Je vais redire les mêmes choses que j'ai eu à dire. Un instant, oui. Vous répondez en tant que Gérard Gbenosi ou bien deuxième vice-président du Parti non progressiste? Mais les deux. Non, je ne peux pas me déconnecter de quelque position que ce soit. Tout à fait. Je suis politique et si je parle, il est bien vrai que... Ça engage le parti politique. Non, on ne peut pas dire engage. Bon, ça reflète la position du parti politique. Puisque nous ne sommes pas encore vus au niveau du parti politique pour avoir une position officielle. Et je vais le dire dans mes commentaires, que ce que je dis aujourd'hui, c'est l'appréciation de l'honorable Gérard Gbenosi, député à l'Assemblée nationale. Et tout court, parce que la loi dont on parle n'a même pas encore été communiquée à l'Assemblée nationale. Pour nous, c'est des rumeurs. Puisque avant que le député ne puisse commencer à opiner sur un projet de loi ou une proposition de loi, c'est qu'il y a eu une ouverture de session ou une session où la loi est communiquée par le président de l'Assemblée nationale aux députés. Et c'est comme ça, comment ça se fait. Quand un projet de loi
où une proposition de loi est déposée au président de l'Assemblée nationale, cette proposition est communiquée à une session et affectée à une commission technique compétente. Donc cette fois-ci, je puis dire aussi, si la loi dont on parle, la proposition de loi dont on parle, si c'est vrai, moi je vais que tirer chapeau. Vous ne doutez pas du dépôt, mais vous doutez de la communication, en fait, à partir du fait que ce n'est pas encore communiqué officiellement. Ce n'est pas un doute, c'est un constat. Mais ils ont fait une conférence de presse pour dire qu'ils ont proposé une telle loi. Mais je te dis, moi je suis député. Je ne peux en parler que lorsque le président de l'Assemblée nationale va me communiquer à l'ouverture, puisqu'il y a un filtre. Il faut savoir aussi pourquoi nous prenons toutes ces précautions. Lorsqu'on dit qu'une loi est déposée, ce n'est pas parce que c'est déposé que systématiquement ça va venir vers les députés. Il y a ce qu'on appelle le filtre de l'acceptabilité. Hein? Est-ce que le président de l'Assemblée nationale a jugé acceptable cette loi, cette faculté ou cette prérogative? Le président de l'Assemblée nationale la partage avec le président de la République. Donc c'est possible que le président de l'Assemblée nationale jette cette proposition-là aux oubliettes? Je ne parle pas de cette proposition particulièrement, je parle de l'ensemble des propositions. Oui, moi je comme prends ça. le cas. C'est un filtre pour dire, si par exemple, vous envoyez un texte, une proposition de loi à l'Assemblée nationale, pour qu'on puisse commencer désormais à vendre les hommes, vous savez que la personne humaine n'étant pas dans le commerce, la loi ne légifère pas sur ça. Donc le président de l'Assemblée va dire non, cette loi, je ne peux pas l'accepter. Et si le président de l'Assemblée de la République est informé aussi qu'il y a un dépôt pareil, il peut appeler le président de l'Assemblée et dire cette loi, il faut pas l'accepter. Vous voyez, je ne le dis pas, mais pour cette loi particulièrement, c'est une proposition de loi d'amnistie, ça va passer le filtre de l'acceptabilité, le président de l'Assemblée nationale va l'enregistrer et à l'ouverture de la session, vous savez que nous avons fait l'ouverture de la session le 13 passé, oui. Mais il n'y a pas eu de communication de dossier. Peut-être à la session prochaine, le président de l'Assemblée nationale va nous communiquer cette loi. Quand il va communiquer cette loi, il va l'affecter à la commission compétente, qui doit être forcément peut-être la commission des lois, et une autre commission pour avis. Et c'est à ce moment-là que les députés peuvent dire « nous sommes saisis d'une proposition de loi ». Et la commission compétente, techniquement, va convoquer une session de la commission pour l'étudier. En ce moment-là, les députés commenceront à débattre techniquement du contenu de cette proposition de loi. Alors, non, Gérard Guirassy, je ne vous interromps pas, mais toutes ces étapes que vous venez d'énumérer, si on ne doit pas attendre que ça aboutisse avant d'opiner sur l'initiative. Non, moi j'opine déjà. Voilà, l'initiative. J'opine déjà, je dis voilà. Je vous dis que si un député ou un groupe de députés dépose une proposition de loi à l'Assemblée nationale, on doit les féliciter parce que c'est leur prérogative que d'initier des lois qu'ils partagent concurremment avec le gouvernement, le président de la République. Que des députés ou un groupe de députés, parce qu'ils ont fait campagne, ont promis à leurs militants que quand ils seront élus, ils prendront une proposition de loi pour faire libérer tel autre. Et que maintenant, une fois élus, ils ont voulu tenir parole en initiant cette loi, cette proposition de loi encadrée par leur groupe parlementaire, mais on doit leur tirer chapeau. La proposition, ça semble félicitations. La promesse qui a été faite semble vous gêner un peu. En quoi ça va me gêner? Pourquoi vous le dites? Faut pas stigmatiser qui que ce soit. Moi, j'opine de façon logique, sans me mettre dans une quelconque peau de frustration ou de contre qui que ce soit. Est-ce que vous pensez qu'un député peut faire une promesse à son peuple? Mais pourquoi pas? Un député peut dire, si je vais à l'Assemblée, vous me prenez, je prendrai une loi, je serai l'auteur d'une proposition de loi pour régler tel problème auquel vous êtes confronté. Si c'est le domaine de la loi. D'accord. Ouais, c'est pour ça que je dis,
s'ils l'ont fait, ils ont fait cette promesse, et que maintenant, une fois élus, ils prennent la politique, ils joignent le geste à la parole, on doit les féliciter. Alors, Général Benoussi, j'ai l'impression que vous appréciez la question de façon superficielle, mais je vais vous reposer la question autrement. Oui. Tantôt, on a dit, disons, au départ de cette émission, qu'il y a un problème politique que les gens ont dénoncé. Oui. Vous avez dit que tout se passe bien. Alors, ce problème politique n'est-il pas lié à cette proposition de loi que ces députés sont en train de vouloir faire prospérer jusqu'à la table du président de l'Assemblée nationale pour pouvoir passer à ce que nous appelons une décrispation du climat politique? Votre analyse profonde sur la question. Merci. Je veux dire, si il y a une proposition de loi pareille, ce ne serait pas nouveau au Bénin. Parce que ça a eu lieu déjà, vous vous souvenez? Les conclusions du dialogue politique de 2019 il y a une des conclusions qui demandait la libération de tous ceux qui étaient emprisonnés à cause des violences post-électorales et post-électorales de 2019. Et pour y parvenir, il fallait une loi d'amnistie pour effacer les peines de tous ceux qui ont été condamnés et suspendre les poursuites contre tous ceux qui sont poursuivis. Et à l'époque, pour donner corps à cela, je pense qu'il y avait une proposition de loi d'importante amnistie des faits criminels, délictueux et contraventionnels. À l'époque, les 8e législature. Et nous l'avons voté. Cela a permis que tous ceux qui étaient impliqués dans les violences électorales de 2019, qui étaient en prison, soient libérés. Pour que ceux qui étaient poursuivis, les tribunaux ont abandonné les poursuites. Et tous ceux-là ont été libérés. C'est ça. Il y avait une loi d'amnistie en 2019. Mais ça n'a pas empêché. Il n'est pas connu du grand public. Pourquoi il faut aller chercher? Pourquoi c'est comme ça? Je ne sais pas. C'est la loi 2019-39. Vous pouvez taper sur Google, vous allez trouver ça. Oui, ça a été voté. Vos militants, est-ce qu'ils sont... pas nous, c'est vous, les hommes de la presse. Vous devez aussi chercher. Je ne dis pas moi, je dis du grand public. Mais on ne peut pas être aussi amnésique. En 2019, on a voté une loi d'amnistie. Est-ce qu'il ne se pose pas un problème de reddition de comptes à votre... Nous, on l'a expliqué à nos militants. Moi, par exemple, je l'ai dit, j'ai fait la reddition de comptes, j'ai expliqué ça à mes militants. Mais les gens, je ne sais pas, c'est 2019, il n'y a que 4 ans. On ne peut pas oublier cela. Non, on va y revenir. Poursuivez votre développement alors. On a fait ça. Ça a permis de libérer ceux qui étaient en prison. Ça a permis d'abandonner les poursuites pour ceux qui étaient poursuivis. Et puis 4 ans après, nous voilà encore à vouloir proposer encore une loi d'amnistie parce que en 2020 ou 2021, des gens sont encore impliqués dans des violences préélectorales et post-électorales. Et même ceux qui avaient bénéficié de la précédente loi d'amnistie sont encore à nouveau impliqués. Aujourd'hui, on dit encore qu'il faut prendre une nouvelle loi d'amnistie pour effacer leurs peines, abandonner les poursuites. Est-ce que c'est ceux qui étaient... Vous avez pris connaissance de la proposition de loi, c'est ça? Non, je n'ai pas pris connaissance. Mais j'ai vu le titre dans la presse. On dit « Proposition de loi portant amnistie des faits criminels, délictueux et contraventionnels ». C'est la même chose. Comment vous savez que c'est ceux qui ont été amnistiés qui veulent encore être amnistiés? Je n'ai pas dit ça. Okay. J'ai dit que je sais que des gens ont bénéficié de l'ancienne loi d'amnistie de 2019 et pourtant ont été impliqués encore dans des violences électorales dans les élections qui ont suivi. Ça veut dire que ils n'ont pas changé. La loi d'amnistie n'a pas permis aux gens d'être changés. Et 4 ans après, nous voici encore, on propose encore une loi d'amnistie. Si c'est avéré, ça veut dire que il y a trop de récurrence des propositions de loi d'amnistie. Et l'impression pour moi, c'est moi qui fais l'analyse, que ça va donner dans le grand peuple, c'est qu'il y aura un sentiment d'injustice à l'égard du commun des Béninois, qui pour toutes sortes d'actes va en prison facilement et sont en prison pour des faits criminels, délictueux, contraventionnels. Mais il n'y aura jamais de loi d'amnistie pour eux. Mais si ça concerne les politiques, il faut une loi d'amnistie pour effacer leurs peines, pour abandonner leurs poursuites
C'est l'impression que ça va donner. Moi, c'est mon analyse. Donc vous... C'est l'analyse que moi je fais. Ce n'est pas encore la position de mon parti politique, ce n'est pas la position de mon groupe parlementaire, ce n'est pas la position de la mouvance à laquelle j'appartiens, mais je suis libre, béninois, député, et c'est l'analyse que je fais. Alors, honorable Gérard Benossi, pour vous, c'est que Ricky Amadougou, Joël Aïvo, c'est pas de chance. Non, moi je n'ai pas de... Pourquoi vous appelez des noms? Moi, je n'appelle pas de noms. C'est un exemple parce que c'est des personnalités politiques. Il y a des milliers de gens qui sont en prison. Ce n'est pas la même catégorie de prisonniers. Pourquoi il n'y a pas de super prisonniers? Ah bon? Non, il n'y a pas de super prisonniers. Je peux le dire, il n'y a pas de super prisonniers. Si des gens ont freint les lois de la République, on maille à partir avec des lois, comme n'importe qui, et puis les tribunaux font le travail, il est en prison, ils ont les mêmes titres, ils sont tous des prisonniers. Moi, je ne fais pas de distinction entre les prisonniers pour dire il y a des super prisonniers à qui il faut un traitement de faveur, et des prisonniers de second rang, de basse gamme, qu'il faut laisser croupir dans nos prisons. Moi, je ne peux pas faire ça. Donc, pour vous, quel que soit le rang des prisonniers, c'est que ces prisonniers tout court. On doit faire respecter la loi. Mais la loi est respectée déjà. Maintenant, c'est ce que j'opine sur le fait qu'on demande. C'est par rapport à la loi d'amnistie dont vous parlez. Tout à fait, oui. Et je dis, pour moi, en principe, quand je jette mon regard dans l'histoire des autres pays, même à l'instant, la loi d'amnistie, même au départ, c'est en principe pour les militaires, pour les épargnés des crimes de guerre, parce qu'ils ont voulu défendre la nation et ils n'ont pas pu avoir la présence d'esprit de distinguer entre le bien et le mal. À un moment donné, ils ont tiré sur quelqu'un alors qu'ils ne l'ont pas voulu. Or, la loi est implacable, on doit les mettre en prison. Bon, il faut effacer les peines après la guerre. Mais il est vrai que ça a été élargi à des civils. Mais quand je vois dans l'histoire des autres pays, les lois d'amnistie, en France par exemple, après 1951, c'est en 2002. Bon, il n'y a pas souvent de loi d'amnistie comme ça. On en parle rarement. Mais il ne faut pas que dans notre pays, on ait la facilité de recourir à des lois d'amnistie. Ça va créer un sentiment d'injustice à l'égard des autres, des millions d'autres Béninois. D'autant plus qu'il y a d'autres mécanismes qui permettent d'atteindre les mêmes résultats. Si c'est qu'il faut libérer ceux que vous appelez nommément, je pense que nous avons voté récemment une loi qui permet la suspension des peines de prison. Et les gens, il suffit donc de décider d'en bénéficier, ils sortiront de prison immédiatement. Ils ne pourront plus jouir de tous leurs droits. Non? Ah, c'est ça. N'est-ce pas? Donc, vous voyez ça. Ça veut dire que l'objectif est ailleurs. Si c'est ça l'objectif, si c'est la liberté, je préfère avoir aujourd'hui la liberté rapidement et puis faire le combat autrement pour les autres droits. On peut sortir de prison, puis continuer le combat pour recouvrir ses droits civiques. Vous voyez? C'est facile. Aujourd'hui, on a des outils à disposition pour permettre que ceux qui sont en prison puissent sortir. Parce que nous avons voté ces lois, ça ne fait pas longtemps. Et le chef de l'État l'a promulgué. Et si ça a été promulgué, pourquoi ne pas en bénéficier? On peut sortir de prison et puis faire après le combat pour recouvrir les droits civiques. Je serai disposé à ça. Honorable Gérard Benossi, il y a un éminent, je l'appelle comme ça, un mouvancier que nous avons reçu sur l'un de nos plateaux ici, qui disait que, eh bien, il lançait pratiquement un appel à l'opposition, aux 28 députés de l'opposition. Oui. Venez nous aider, nous, à réviser la Constitution et on va vous aider à voter la loi d'amnistie. Normalement, je devrais vous poser la question de savoir quelle est votre position sur la révision de la Constitution. Mais déjà, je vais sauter cette question pour vous demander. Si l'opposition vous aide à réviser la Constitution, est-ce que vous allez l'aider à voter la loi d'amnistie? Pourquoi l'opposition va nous aider à réviser la Constitution? Je pense pourquoi. Bon, la révision de la Constitution. Ce n'est pas un rôle de partage, tu me m'aides, je t'aide. Ça, c'est la compromission, ça. Non. Si on doit réviser la Constitution, c'est pertinent. On expose les motifs. Nous tous, nous allons nous mettre ensemble pour la réviser, sans qu'on dise à quelqu'un viens m'aider. On ne le fait pas pour quelqu'un. Pour réviser la Constitution, ça doit se faire pour le peuple, pour le bonheur du peuple. Et si on expose les motifs et ça emballe tout le monde, nous allons nous rester tous ensemble pour la réviser. Pas que quelqu'un soit en train d'aider l'autre. Pas du tout. Alors, la loi d'amnistie, j'opine là-dessus. Moi, je vous dis, moi, ma position, si le débat s'ouvre, voilà ce qui sera mon argumentaire.
Et les autres députés vont suivre. Pourquoi? Moi, je n'influence aucun député. Les 109 députés sont libres chacun. Vous êtes deuxième d'opiner. vice-président du parti non progressiste. Ça ne veut rien dire. Les députés de la mouvance... Le deuxième vice-président n'a aucune influence sur les autres militants du parti. Mais je vous dis que par rapport à ça, ce que moi je dis aujourd'hui, c'est moi ça. Si demain, mon groupe parlementaire se réunissait et dit, bon, par rapport à la loi d'amnistie, on va la voter, alors, vous les mains, je vote. Si mon groupe parlementaire dit non, et pourtant, la majorité présidentielle à laquelle j'appartiens se réunit et dit on va voter, nous allons voter par discipline de groupe. Ouais, donc c'est comme ça, ce que je dis aujourd'hui n'empêche rien pour demain. D'accord. N'empêche rien pour demain. Certains, où le peuple a de plus en plus de motifs de croire qu'il y a une révision de la Constitution qui se prépare. Qu'en dites-vous? Alors, la révision de la Constitution ne doit pas être un tabou pour moi. J'ai eu à afficher cette position par le passé et ma position ne va jamais varier. Pour autant que je me dis que la constitution d'un pays, ce n'est pas un fétiche intouchable. C'est comme votre bâtiment que vous construisez. J'ai vu des gens construire dans ce pays où les fenêtres, la mode à l'époque, c'était des fenêtres en bois. Mais quand les baies vitrées sont venues à la mode, sans casser leur bâtiment principal, je les ai vus enlever les fenêtres en bois et mettre des baies vitrées pour que ce soit beau. C'est ça la modernité. Donc la Constitution doit s'adapter au temps. Ne doit pas être encastrée dans du marbre pour être inchangeable, même si nous avons des difficultés. C'est comme votre toit, ça commence à suinter. Et vous dites, vous n'allez pas faire l'étanchéité. Non, on peut faire l'étanchéité. On peut faire des retouches de confort pour permettre que nous puissions vivre confortablement dans le bâtiment et quand même être modernes, quoique nous gardions la stabilité du bâtiment, ne pas toucher aux poteaux fondamentaux. Toute constitution est comme un bâtiment qui a des socles porteurs qu'on ne doit jamais toucher. Et notre constitution a dit le mécanisme par lequel il faut la réviser. Et la Cour constitutionnelle a rendu des décisions pour dire ce qu'on ne doit jamais toucher dans notre constitution. Par exemple, la forme républicaine, on ne doit jamais revenir là-dessus. La laïcité de l'État, on ne doit jamais revenir là-dessus. On ne doit jamais dire après que réviser la constitution dit que notre pays est devenu chrétien ou musulman. On ne va pas le faire. Par exemple, le nombre de mandats, 2, limité. On ne doit jamais revenir là-dessus. Et quand nous avons fait la révision récemment, en 2019, nous y avons inséré une formule magique qui n'existe dans aucune constitution du monde où il y a limitation du mandat en cours, que nul ne peut de sa vie faire plus de 2 mandats présidentiels. Nous l'avons fait. Ça veut dire que aucune révision ne peut plus être opportuniste pour permettre à ce que quelqu'un s'éternise au pouvoir. Nous l'avons fait. Au Bénin, on sait ça. Et qu'en 2019, on a voulu toucher la Constitution et que les gens avaient peur, et malgré ça qu'on y est allé, on l'a révisé, ils voient aujourd'hui qu'on a raison de toucher à la Constitution. Parce que si on n'avait pas touché à la Constitution de notre pays, on n'aurait jamais inscrit la discrimination positive qui permet aujourd'hui qu'on bombe le torse pour dire qu'il y a 29 femmes à l'Assemblée nationale. On n'aurait jamais pu. On serait peut-être encore à 4 ou 5 femmes au Parlement, ce qui n'honore rien dans un pays où les femmes sont à plus de 52% et pourtant continuent d'être marginalisées dans les instants de décision. C'est grave. C'est contre le développement. En 2019, les gens avaient peur, mais vous y êtes allé. Oui. Est-ce qu'il peut y avoir des raisons cette année que vous y allez toujours? C'est ça que j'explique là pour dire que ceux qui avaient peur à l'époque voient maintenant qu'ils n'avaient aucunement raison d'avoir peur et qu'il ne faut pas avoir peur. Parce que si c'est des retouches de confort pour permettre que nous nous mettions au pas, si nous n'avions pas révisé la Constitution, nous n'aurions pas inscrit là-dedans, dans notre Constitution d'aujourd'hui, la constitutionnalisation de la Cour des comptes, qui est un maillon fort dans la lutte contre la corruption. Où les pays modernes aujourd'hui, on ne peut pas lutter contre la corruption sans la Cour des comptes. Nous, on nous le demandait quand on allait à des réunions internationales, mais aujourd'hui c'est fait. Et ça permet pour noter le Bénin.
dans le domaine de la lutte contre la corruption, rien que du fait que la Cour des comptes soit constitutionnalisée, nous avons d'office 50 sur 100 pour les points à obtenir en ce qui concerne la lutte contre la... On a 50. Et les autres points vont s'ajouter. Ça veut dire qu'on n'a aucunement raison d'avoir peur. Si aujourd'hui, une révision s'impose, je pense que le président de l'Assemblée nationale, dans son discours d'investiture, l'a dit qu'il va falloir, si cela est nécessaire, que courageusement aussi, nous nous entendions pour aller à une révision, à une retouche de notre Constitution, pour nous permettre d'être plus moderne. Alors, honorable Gérard Gouenoussi, juste sur ce point-là, oui. Vous avez dit dans votre développement sur ce même plateau que la proposition de loi d'amnistie que les gens sont en train de déposer sur la table, il y a déjà eu une loi d'amnistie en 2019, oui. Et vous semblez fustiger déjà la fréquence de cette proposition, puisque déjà en 2019, il y a déjà eu une loi d'amnistie. Est-ce que déjà qu'il y a en 2019 une révision de la Constitution et qu'aujourd'hui on parle encore de la révision, vous ne trouvez pas que c'est paradoxal? Non. La loi d'amnistie n'a pas le même objectif que la révision de la Constitution. Quand vous prenez la révision de la Constitution, comme j'ai dit tout à l'heure... Certains considèrent que c'est plus sensible que la loi d'amnistie. Je vais vous dire, oui. La Constitution ne doit pas être taillée dans du mal pour ne pas être touchée ou permettre d'être conforme. Même si on a des problèmes et qu'on est asphyxié dans notre bâtiment, on va refuser de faire une ouverture pour avoir de l'air, pour dire on ne touche pas au bâtiment. Quand je prends les pays qui nous servent de référence, la France... depuis leur constitution, c'est de 1958, la 5e République. Ils l'ont révisé déjà 24 fois. Ça veut dire à une fréquence de 2 ans et demi, une révision. La constitution des États-Unis, qui est la constitution fétiche qui est encadrée d'un mythe d'intangibilité, a été révisée 27 fois. Ça veut dire que la longévité ne contredit pas la stabilité. Hein? Ce n'est pas antinomique. Ça veut dire que les pays modernes, s'ils sont arrivés là où ils sont, à chaque fois qu'ils sont confrontés à une difficulté pour évoluer, ils retouchent leur texte pour s'adapter au temps, pour être modernes. Quoi qu'il faut préserver la stabilité de l'édifice, la solidité de l'édifice, en ne touchant pas aux poteaux porteurs que je viens de citer, pour toute modification qui sont confortatives. Il ne faut pas se refuser cela. En gros, le discours du président de l'Assemblée nationale est plus clair. Hein? C'est une préparation psychologique. On peut s'attendre à une révision de la Constitution. Moi, je ne parle pas d'une préparation, c'est-à-dire à chaque législature, on doit s'attendre à tout. C'est ce que le président de l'Assemblée nationale est en train de dire. Ça ne veut pas dire que nous avons déjà un test sur la révision de la Constitution qui est là, mais il faut toujours dire à chaque législature, parce que l'opposition est présente maintenant. En 2019, l'opposition n'était pas présente, nous avons fait la révision. Il faut tout de suite dire à l'opposition, vous êtes là. Mais quand il va s'avérer nécessaire, un jour où nous devons toucher, il faut que nous soyons ensemble. Est-ce que c'est possible que si ça s'avérait nécessaire lors de cette mandature de réviser la Constitution, que ça puisse passer vu le nombre que vous faites? Moi, je ne peux rien prédire. Quand l'exposé des motifs sera pertinent, je pense que même l'opposition va y voter. L'opposition n'est pas là pour s'opposer systématiquement à tout. J'ose croire, mais l'opposition est là pour qu'à chaque fois qu'il y aura un texte, de façon intelligente, elle analyse pour voir si cela va dans l'avantage du peuple qu'elle est censée représenter. Et si cela va dans l'avantage du peuple, elle peut se refuser à le faire au risque de se faire sanctionner par le même peuple. C'est comme ça. Nous sommes bousculés par le temps. Le temps passe très vite. On n'a même pas vu le temps passer. On a environ une quinzaine de minutes devant nous. Oui. Honorable Gérard Gouenoussi, à l'entame, vous avez dit que c'est un mandat de transition à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous avez des perspectives? Oui, pourquoi pas. On dit un mandat de transition, mais un mandat plein quand même. Parce que on fera tout ce que fait une législature. On votera des lois. On contrôlera l'action du gouvernement. On votera les lois, même si les plus dures aussi, cela s'avère nécessaire, comme la révision de la Constitution. Ça veut dire que c'est des perspectives, ça.
On continuera de réformer, d'aider à réformer le pays pour que notre pays soit le plus moderne possible. Pour que dans notre pays, on peut tutoyer les cimes de la performance. Il faut des réformes courageuses pour y parvenir. Je pense que cette législature ne s'exonérera pas, sera preneur pour aider donc le gouvernement à réformer, pour moderniser notre pays, permettre d'adresser de la façon la plus pertinente et performante les défis qui sont les nôtres, les difficultés de nos populations que nous représentons. Alors c'est un mandat plein. Et si je prends par exemple les défis, il y en a plein. Je peux citer par exemple les vacances dans les unités administratives de la gouvernance locale. Quand je dis par exemple... ça veut dire quoi? Ça veut dire, si vous descendez à la base, dans nos villages, les organes qui sont censés diriger nos villages, les conseils locaux et leurs chefs, les chefs quartiers, qu'on appelle communément les délégués, les chefs de village. Vous savez que certains sont là depuis 2008, d'autres depuis 2015. Or, lorsque nous avons révisé notre code électoral en 2019, nous avons sorti du code le titre relatif aux élections locales. Et depuis, on n'a pas pu organiser les élections locales. Et quand on fait le point, aujourd'hui, moi j'étais informé qu'on a au moins 242 villages ou quartiers qui sont paralysés où il n'y a pas de chef village. Est-ce qu'on peut gouverner et atteindre les populations en n'ayant pas les organes qui les gèrent à la base? Ça va être difficile. Nous sommes dans une perspective où on annonce déjà le 5e recensement général de la population. Est-ce que vous imaginez qu'on puisse faire ce recensement sans avoir les organes de gouvernance locale qui sont en contact avec les populations? On ne pourra pas. Avec pertinence et efficacité, on ne pourra pas. Donc, en tant que législateur, il faut réfléchir à cela et dire comment nous faisons pour que, quand l'exécutif voula implémenter ces politiques publiques, qu'il ne soit pas confronté à des difficultés qui paralysent l'action. Le rôle du législateur, c'est d'être à l'avant-garde de tout cela. Et en tant que député, c'est un défi. Nous devons réfléchir à comment faire pour doter le pays de tests qui permettent donc d'installer les gouvernances locales au niveau de nos villages, de nos quartiers. C'est un défi, c'est une perspective. Est-ce à dire que dans ces défis-là, le code sur l'administration territoriale va être revu? Non, c'est pas le code. La réforme du système partisan, par exemple, va être retouchée? Non. Ce n'est pas le système partisan. Ce qui est là, vous parlez donc du code. C'est parmi vos défis, en fait. Oui, nous savons pas. Je dis seulement pour dire il faut un test de loi. Okay. Est-ce que ce test de loi sera pour retoucher le code de l'administration territoriale? Est-ce que ce sera un test de loi sui generis à part? Je n'en sais rien. Mais je dis qu'à nous, législateurs, nous devons y penser très rapidement. C'est un défi. Est-ce que le Parti progressiste pense un peu au couac qu'il y a dans la réforme du système partisan pour les dégager, les extirper? Quels sont les couacs? Vous en connaissez? Les gens parlent par exemple comment on appelle ça, ceux qui se promènent à l'avènement des élections législatives. Il y a un terme technique que vous utilisez, qui s'envole d'un parti politique vers un autre parti politique. Vous parlez de la transhumance. La transhumance politique, voilà. Oui. Je pense que ça devrait pouvoir régler cette situation. Non, je pense que la transhumance, quand nous étions en train de réviser la Constitution et le Code électoral, je pense que ce débat a eu lieu. Comment régler le problème une fois pour toutes, définitivement, de la transhumance, en disant par exemple que lorsque un député est élu sur la base d'une liste d'un parti politique et qu'au cours de son mandat, il abandonne ce parti politique, qu'il perd son siège. Les gens disent ça. Mais en disant cela, on dit, mais voilà qu'il est dit que dans le même test que le député n'a pas de mandat impératif. Ça veut dire qu'il n'est l'otage d'aucun groupe, fût-il un parti politique. C'est la même loi qui dit ça. En disant qu'il perd, ça veut dire qu'on dit
une chose et son contraire. Ça veut dire qu'il a un mandat impératif et s'il n'obéit pas, on lui enlève son siège. Ça représente un quoi qu'il faut corriger, n'est-ce pas? Ça représente un quoi qu'il faut corriger. Tout ça là, c'est des réflexions que ensemble nous devons donc courageusement affronter pour dire comment est-ce que nous réglons cela. C'est une gangrène. Est-ce qu'il ne faut pas imposer par la suite une idéologie aux partis politiques? C'est vous, voilà, les hommes, contribuer, tout le monde doit contribuer au débat. Tout le monde, sans exception, vous, les hommes de la presse, les leaders d'opinion, la société civile, tout le monde doit réfléchir, les politiques, pour que nous voyions la juste mesure de régler ce problème qui est un gangrène dans le fonctionnement de nos systèmes démocratiques aujourd'hui. C'est un problème sérieux. Mais il est vrai qu'en attendant que nous ayons une loi pensée, réfléchie, qui règle le problème, déjà ce qui est là, c'est que ce que nous avons pu mettre, c'est que si vous êtes député, et vous arrivez à l'Assemblée nationale, et vous avez des avantages, vous occupez des fonctions, des postes à cause de votre titre de député, et que vous abandonnez le parti politique, vous perdez ces postes et ces avantages. C'est ce que nous avons pu faire. Mais je pense que c'est à minima. Ça ne règle pas le problème dans son ensemble. Et les réflexions doivent se poursuivre pour que nous puissions trouver la juste mesure pour régler ce problème. Et quels sont les autres grands défis du Parti non progressiste, le Renouveau? Bon, de notre parti, moi je pense que les grands défis de nous, parti politique Union progressiste aujourd'hui, c'est de continuer à réunir les militants. À l'Assemblée nationale surtout. Hein. À l'Assemblée nationale. Oui. Bon, même chose. Si je dis à l'Assemblée nationale, si c'est l'Assemblée nationale... Puisque vous êtes représentant du peuple. Mais oui, mais vous avez parlé de mon parti politique. Bien sûr. C'est pour ça que j'ai voulu parler des défis de mon parti politique. Allez-y. Oui, si c'est les défis de mon parti politique, c'est d'unir les militants en installant nos structures de base. Sans qu'on ait installé les structures de base du parti, on ne peut pas réunir les militants, on ne peut pas les unir. Les réunir, les unir dans les instances de décision à la base, que nous appelons les cellules de base, jusqu'au sommet. Cellules de base dans les villages et quartiers, dans les arrondissements, dans les communes, pour pouvoir les unir et les habituer à travailler ensemble. Cela aussi va permettre de freiner un peu la migration des militants continue de parti à un parti. Lorsque les gens ne sont pas habitués à travailler ensemble et ne constituent pas une famille facilement, quand on leur tend la part ailleurs, ils s'en vont. Est-ce qu'il arrive au Parti progressiste le Renouveau de recueillir les avis de ces militants à la base pour en faire une proposition de loi? Oui, c'est ça l'idéal. Et c'est pour ça qu'il dit on ne peut le faire sans installer les structures de base. Si vous voulez aujourd'hui... Donc jusqu'ici, ça n'a jamais été fait? Non, jusque-là, l'Union progressiste, depuis 2018 que le parti a été créé, nous n'avons pas encore eu les structures de base. Nous avons fonctionné à chaque fois sur la base de structures occasionnelles, ponctuelles, pour affronter des élections que nous avons appelées des structures transitoires, pour affronter des échéances électorales. Et après, c'est fini. Mais nous pensons que nous devons arrêter. Et cette année, notre défi, c'est d'aller là, installer les structures de base du parti pour avoir un carnaval fluide de transmission de l'information, de circulation de l'information du sommet à la base et de la base vers le sommet. Et c'est cela notre défi. Donc les lois qui étaient votées, c'était voté comme ça? Qu'est-ce que vous appelez de voter comme ça? On avait quand même un moyen de réunir les gens. Réunir les gens. Bon, réunir. Vous avez vu que nous avons toujours fait des réunions. Tout à fait. Nous avons réuni des militants. Et l'Union progressiste a même fait l'enrôlement de ces militants dans son fichier central et connaît ces militants dans chaque commune, dans chaque village. Mais nous disons, ces militants ne sont pas encore structurés. Mais on arrivait quand même à les connaître et à les inviter à des réunions. Mais il faut maintenant les structurer pour qu'on sache à tel niveau qui sont ceux qui dirigent, qui sont ceux qui décident. Est-ce que l'acteur politique et surtout le député peut être confronté à des difficultés? Le député est confronté en permanence à des difficultés. Lesquelles? Ah, vous savez qu'aujourd'hui, le député est devenu un agent social. Pas est devenu, a été et continue d'être, et ça s'accentue, d'être un agent social. Les populations pensent que lorsque on élit un député, le député est là pour régler tous leurs problèmes, y compris leurs problèmes de survie au quotidien. Quand le militant qui a eu à voter pour votre parti est malade, il pense que c'est le député qui doit l'amener à l'hôpital. Si on lui en a fait la promesse, il fait comment? Bon, si des gens font la promesse, c'est grave parce qu'on ne fait pas des promesses de ce genre.
Et le député, pour être élu, n'a pas besoin de faire de promesses. Il faut projeter aux populations ce que vous voulez faire en tant que député. Le rôle du député, c'est de voter des lois et c'est de contrôler l'action du gouvernement et de représenter la nation. Alors, est-ce que sur cette base, la fonction du député, c'est d'aller faire les forages de puits, c'est d'aller ouvrir des écoles, c'est d'aller construire des routes, c'est d'aller faire des ponts? Ce n'est pas ça la fonction du député. La fonction du député, c'est, comme je l'ai dit, les lois, y compris la loi de finances. Et dans la loi de finances, il y a tout ça là. Ce sont les rôles régaliens auxquels ils ne doivent pas se soustraire. Oui. Sur les écoles, c'est vital. C'est l'État. Et le député à l'Assemblée nationale fait ses amendements pour permettre que ces routes puissent impacter tout le monde et qu'aucune région ne se sente exclue. Que la construction de ces routes se fasse de façon répartie, de façon spatiale sur l'intégralité du territoire et qu'aucune région ne se sente exclue, que cela puisse impacter toutes les régions. C'est ça le rôle du député, veiller à cela, que le gouvernement puisse gérer avec équité et répartir l'investissement public pour que ça puisse atteindre de façon équitable toutes les couches, qu'aucune couche ne soit négligée, que à cause que les personnes handicapées ne soient pas oubliées, que les femmes ne soient pas oubliées, que les malades de telle ne soient pas, de pathologie, ne soient pas oubliés. C'est le rôle du député d'attirer l'attention du gouvernement sur tout cela pour que le gouvernement puisse, dans sa gestion, tenir compte de toutes les couches de la société, de tous les pans de la nation, pour que personne ne soit mis sur le carreau. Et c'est ça le rôle d'un parti politique de masse comme l'Union progressiste. Les difficultés. Je suis en train d'énumérer les difficultés comme ça. Oui. Et quand on vous le dit, est-ce que le député a des ressources extensibles? Vous n'avez pas des ressources extensibles. Mais quand chaque jour, vous devez faire mobile money pour tel qui est à l'hôpital, pour tel dont on a chassé l'enfant à l'école à cause de la scolarité, pour tel qui est éploré, et que vous devez aller l'assister pour qu'il enterre son parent, pour tel qui veut se marier, et qui pense que c'est le député qui va l'aider, pour tel qui veut faire anniversaire pour son enfant, et qui pense que c'est le député qui va l'aider. Je pense que ça, tout ça là, c'est des difficultés. Donc vous auriez quand même aimé que le salaire du député puisse être revu à la hausse? Non, je n'ai jamais dit ça. Ce que le député gagne, je pense que ça a été fixé pour tenir compte de ce qu'il faut pour lui permettre d'exercer convenablement sa fonction. Si il n'était pas transformé en acteur social, je pense que ça lui suffirait. On ne peut pas dire qu'il est moins payé, il est justement payé, mais face aux défis, étant donné qu'il ne peut pas fermer les yeux sur certaines choses, finalement, s'il ne sait pas faire, il s'appauvrit en voulant donc s'occuper de tout. Donc voilà le gros défi auquel l'élu national est confronté, et c'est une difficulté majeure. Je ne sais pas, on m'a dit, j'ai eu dire que dans certains pays, je pense que nous allons réfléchir dans ce sens. Est-ce que le député a une cagnotte à sa disposition pour pouvoir gérer les affaires sociales? Je pense qu'on va chercher. N'est-ce pas? Oui, c'est lancé comme ça, mais oui. Honorable Gérard Gbenossi, oui. L'autre difficulté qui me paraît quand même importante, c'est quand le député est dans une posture, il voit une proposition de loi selon sa vision, mais que son groupe ou son parti politique lui oppose de voter selon sa conviction. Est-ce qu'on peut considérer ça comme une difficulté? Bon, moi je ne pense pas. On a vu qu'ils ont été obligés de simuler la convalescence pour sortir juste sous le prétexte de ne pas voter. Moi je pense que c'est une fuite de responsabilité. Ah bon? Et je ne pense pas que ce soit une difficulté parce que vous avez vos opinions personnelles. Moi, je pense que vous appartenez à un groupe. Et la position du groupe doit pouvoir l'emporter. Parce que vous n'êtes pas un député indépendant. À quoi on mesure la position du groupe? Est-ce qu'on réunit tout le monde et chacun donne sa voix ou bien... Mais c'est comme ça. C'est le président du parti ou bien l'information descend de quelque part? Le groupe se réunit, il y a un débat et la majorité l'emporte. En démocratie, vous avez beau avoir une position personnelle, quand la voix de la majorité l'emporte,
Vous vous pliez à cela. Donc ce n'est pas que l'information descend de quelque part. Non, jamais. Moi, je suis député, je suis sérieux. Aucune information ne descend de nulle part. Nous nous réunissons dans notre groupe parlementaire un peu. Si le texte nous parvient avant, on étudie ça, même au niveau du groupe parlementaire, on vient débattre là-dessus et on a notre position. Et à quelques minutes avant d'aller en salle, on se regroupe encore pour faire le point, pour savoir quelle position nous adoptons par rapport à tel texte de loi. Et on refait le point pour savoir, voici notre position. Et des fois, ce n'est pas tout le monde qui intervient. On désigne des porte-parole du groupe, ceux qui vont intervenir à l'intérieur de l'hémicycle. On demande ceux qui veulent intervenir. Si ce n'est pas beaucoup, on permet à tout le monde Mais s'ils sont nombreux, on arbitre pour retenir le nombre qu'il faut pour ne pas s'éterniser à l'intérieur de l'hémicycle. On a très exactement 2 minutes pour boucler cette émission. Honorable Gérard Guenossy, est-ce qu'il vous arrive de procéder à des redditions de comptes? Et oui, pourquoi pas? C'est une obligation à la charge du représentant du peuple. On a dit le mandataire du peuple, celui qui vous a envoyé en mission. Quand on vous envoie en mission, vous devez rendre compte au mandant. Le mandataire doit rendre compte. Les députés sont des mandataires du peuple. Ils doivent périodiquement descendre pour faire le point à leur base du travail qu'ils sont en train de faire sur mandat. Sinon, ils courent le risque de ne pas se faire renouveler le mandat. Si vous coupez les ponts avec votre base, je pense que ça, souvent, ça ne pardonne pas. Les populations sanctionnent ça et vous le payez cash. Et il y a certains députés, on dit, c'est seulement pendant les élections qu'ils reviennent. Au niveau de l'Union progressiste, le renouveau, l'objectif est clair. Et lorsque nous avons fait réunir les députés nouvellement élus et qu'il y a eu une séance dirigée par le présidium du parti et pour leur donner les b.a.-ba de l'exercice de leurs fonctions parlementaires, ça a été clairement dit. Le député doit être en permanence en contact avec sa base, d'où l'obligation faite à chaque député de notre parti d'ouvrir son cabinet dans sa circonscription, tel que l'imposent les tests et tel que les tests permettent que les ressources soient mises à disposition pour que le député puisse animer son cabinet dans sa circonscription. Je pense que la décision au niveau de notre parti politique et du groupe parlementaire, c'est de permettre qu'on opérationnalise cela pour que tous les députés Union progressiste Le Renouveau puissent animer leur cabinet où les militants peuvent aller les rencontrer de façon périodique, où les militants peuvent aller déposer leurs doléances, où les militants sont supposés retrouver leur mandataire régulièrement pour lui soumettre leurs doléances afin d'être sûr que leurs doléances sont portées vers le sommet pour trouver des solutions idoines. Honorable Gérard Guenossy, votre mot de la fin. Je vous remercie de m'avoir invité sur vos plateaux. Et une fois encore, je regarde droit le peuple béninois dans les yeux pour dire une fois encore que depuis 2016, quoi qu'on ait dit, quoi qu'on continue de dire, notre pays est lancé sur la bonne route, sur la bonne voie. Et c'est comme un avion qui est lancé, va traverser des zones de turbulence, mais nous irons à bon port. J'ai un clin d'œil à tous les producteurs aujourd'hui qui ont eu à souffrir des mesures prises par le gouvernement en ce qui concerne le soja, le cajou. Je pense que le chef de l'État les a reçus et leur a expliqué les bien fondés de cette décision. Et je pense que j'ai vu les producteurs sortir en disant qu'ils sont satisfaits. Je pense que nous devons faire des efforts en commun pour pouvoir faire avancer notre pays et chacun doit y mettre du sien. Il ne faudrait pas céder aux intoxications. Merci à vous et le meilleur reste à venir pour le peuple béninois. Madame, monsieur, vous l'avez compris, hein, c'est la fin de cette émission. Le meilleur reste à venir pour cette émission aussi. On se donne rendez-vous dimanche prochain.